National des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis un certain temps, les maladies transmissibles reculent en Afrique, tandis que les maladies dites des pays riches, comme le diabète, les diverses maladies cardiaques, le cancer, etc., prennent du terrain. Actuellement, l'urgence la plus fréquente dans les hôpitaux africains, c'est l'accident vasculaire cérébral AVC lié à l'hypertension artérielle devenue la grande tueuse. Au Burkina Faso, 30% des évacuations sanitaires concernent les pathologies cardiovasculaires selon le ministère de la Santé. Elle est la première cause d'évacuation des enfants et la deuxième cause de toutes les évacuations après les pathologies cancéreuses. Pour remédier à cette problématique de santé, les premières autorités du pays ont mis en place une unité de chirurgie cardiaque au Burkina. C'est ainsi qu'une unité de chirurgie cardiaque a été ouverte au CHU de Tengango en collaboration avec l'ONG humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Cette vision a permis la réalisation avec succès de la première chirurgie cardiaque au pays des hommes intègres le 23 avril 2019. Cet exploit qui vient révolutionner le secteur de la santé a été pratiqué par des chirurgiens et des anesthésistes burkinabés, assistés par le professeur sénégalais Gabriel Sis, spécialiste en pathologie cardiovasculaire. Et dans le même ordre d'idées, il se déroule depuis le 11 janvier et ce jusqu'au 17 janvier 2021, une campagne de chirurgie à cœur ouvert au CHU Tengango. C'est une première mission du genre au Burkina Faso qui s'inscrit dans le projet ambitieux de la chirurgie cardiaque du CHU. Une campagne qui enregistre la présence effective du président de la chaîne de l'espoir, Éric Chesson, et qui prévoit la prise en charge d'une dizaine d'enfants et adolescents cardiopathes souffrant de malformations congénitales à type de communication interauriculaire et de cardiopathie acquise de la valve mitrale, etc. C'est donc pour parler de cette campagne de chirurgie à cœur ouvert que je reçois pour vous sur ce plateau professeur Adama Sanou. Il est chirurgien hépato-biliaire et pancréatique. Il est également le directeur des services médicaux du CHU de Tengango, directeur également de l'UFR SDS, faculté de médecine et pharmacie. Avec nous ce soir, Dr Adama Sawadogo. Dr Sawadogo est chirurgien cardiovasculaire. Et puis Dr Évariste Dabiré, cardiologue. Il représente l'ONG humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre, participer à l'émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur Sanou, comment est né le projet de chirurgie cardiaque au CHU Tengango? Alors, merci de nous recevoir sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi important pour notre pays. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que ce projet est né avec notre hôpital. Parce que notre hôpital, je crois que tout le monde le sait, a été créé pour diminuer de façon drastique les évacuations sanitaires qui coûtent vraiment très cher à notre pays. Et c'est dans ce cadre que dès le premier projet d'établissement qui a été rédigé en 2016, nous avons pensé vraiment à mettre comme choix médicaux toutes les difficultés médicales et toutes les pathologies qui constituaient des sources d'évacuation sanitaire. Donc nous avions bien sûr parmi ces éléments, parmi ces axes de travail, la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, qui, comme vous l'avez si bien dit, s'attaque aux pathologies cardiovasculaires. Donc c'est comme ça qu'est né le projet.
Et nous avons vraiment axé toute notre énergie sur ce travail. C'est vrai que c'est parti de l'hôpital, mais quelles sont les personnes qui ont été à la base de ce projet? Alors, c'est vrai qu'à la base de ce projet, il y avait le staff de la direction du CHU de Tengandrou, autour de son directeur, M. Alexandre Sanfo, qui a beaucoup travaillé pour le projet, mais aussi avec le président du conseil d'administration, le docteur Emmanuel Zida. Alors, on ne peut pas citer les pionniers de ce travail en passant sur le professeur Zabsonré Patrice, qui est le chef de service de cardiologie au CHU Yalgado, et bien sûr, docteur Dabiré, ici présent, qui ont été vraiment les pierres angulaires. Alors, il y a d'autres personnes qui ont fait partie du projet dès le début. On peut citer par exemple docteur Ilboudo Maurice, qui est le premier chirurgien cardiovasculaire formé dans notre pays et qui est actuellement en disponibilité. D'autres sont à la retraite, comme M. Pissiamba Oudarogo, qui a été le directeur des soins des infirmiers et qui a aussi beaucoup œuvré pour ce projet. Donc nous pensons aussi à tous nos maîtres qui nous ont donné l'envie de faire de la chirurgie et d'aller de l'avant. Voilà. Comment devient-on chirurgien cardiaque, Dr Sawadougou? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler une fois de plus de cette spécialité qui concerne un organe qui est assez noble. Alors pour devenir chirurgien cardiaque, souvent nous n'avons pas l'intention de repousser les jeunes qui veulent embaser cette spécialité, parce que si on rentre dans les détails, ça fait fuir. C'est pour vous dire que c'est un processus qui est assez long. Il faut avant tout être docteur en médecine et à l'issue du doctorat. Donc c'est une spécialité chirurgicale. Donc de façon traditionnelle, il faut d'abord faire la chirurgie générale. Ça prend en moyenne 5 ans. 5 ans. Oui. Donc à l'issue de cette formation qui est déjà spécialisée, il faut se surspécialiser donc, en chirurgie cardiaque. Et je pense que la moyenne ici aussi, ça peut aller jusqu'à 5 ans. 5 ans. Voilà, donc si vous faites une sommation, on est déjà à doctorat plus 8, plus 10 déjà. Mais actuellement, il y a quelques écoles modernes qui existent, qui ont revu le cursus de la formation. Et on peut directement faire la spécialité à partir du doctorat pendant 7 ans. Voilà. Comment les patients ont été sélectionnés pour être pris en charge par cette mission de chirurgie cardiaque? Bon, vous me donnez l'occasion de remercier la Société de cardiologie du Burkina, qui est la société fêtière de tous les cardiologues et de tous ceux qui s'intéressent à la médecine du cœur au Burkina. Parce que c'est en collaboration avec cette société que l'ensemble des cardiologues du Burkina nous ont référé leurs patients qu'ils suivent, certains depuis plusieurs années, chez qui on a indiqué une intervention chirurgicale. Bon, certains malheureusement décèdent avant de nous voir ou bien après notre consultation pendant l'attente du décès. Donc nous avons pu, lors de nos consultations à Tengandrou, recevoir les patients qui sont venus de plusieurs horizons du Burkina. Et c'est ainsi que, avec les cardiologues qui sont présents à nos côtés chaque jour au CHU, nous avons préparé donc, ces patients, on a procédé à une sélection et on a abouti à une shortlist sur laquelle on a extrait ceux qui sont en train d'être opérés actuellement. D'accord. Docteur Dabiré, présentez-nous l'ONG humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Merci, Madame Daou. Alors, la Chaîne de l'Espoir a été créée en 1994 par notre maître, le professeur Alain Deloche, et est représentée dans 30 pays environ dans le monde entier. Alors, en ce qui concerne la Chaîne de l'Espoir Burkina Faso, nous existons depuis
1998, date à laquelle nous avons commencé personnellement au niveau de la clinique du Bois à référer des enfants, des nourrissons vers l'hôpital Broussais, puis ensuite Georges Pompidou. À la suite de cela, nous avons donc signé une convention avec eux. Et puis en 2008, j'ai été désigné représentant de la chaîne de l'espoir pour le Burkina Faso. Et donc depuis, nous œuvrons au bien-être donc des enfants de notre pays. Et depuis cette date, effectivement, nous avons évacué en France près de 130 enfants qui sont allés, qui sont revenus. La plupart aujourd'hui ont des enfants. Wow. Donc je peux dire que je suis grand-père. Alors, pour parler donc de la chaîne de l'espoir Burkina Faso, nous avons deux axes principalement. Donc, il y a la chirurgie donc, cardiovasculaire qui est là en ce moment, puis la chirurgie donc, maxillo-faciale, réparatrice des nomas, etc. Donc, le but même de la chaîne de l'espoir, donc, quand elle est dans un pays, c'est renforcer donc, les capacités donc, du personnel soignant dans ce pays. Voilà, c'est aider avec donc, du matériel, c'est aider avec des fournitures, des équipements et la transmission donc, du savoir-faire vers le personnel soignant qui a besoin tout le temps d'être remis à niveau. Voilà, merci. Chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso, c'est une première qui se déroule au CHU Tengango. Ce sont des médecins burkinabés en collaboration avec ceux de l'ONG humanitaire La Chaîne de l'Espoir qui ont pu réaliser avec succès des opérations chirurgicales sur des enfants souffrant de pathologies cardiaques congénitales. C'est donc un nouvel espoir qui vient de naître avec cette campagne chez les familles qui avaient perdu tout espoir. Le reportage est de Draman Dadian. Vous voulez de l'eau chaude? Ah oui, mais j'avais demandé tout à l'heure. Si. Pour moi. Une opération périlleuse, mais obligatoire pour sauver des vies. C'est la chirurgie à cœur ouvert. Une première au Burkina, ici à l'hôpital Tengandogo. 2 patients opérés avec succès lundi. L'initiative est de l'association La Chaîne de l'Espoir. Il y a les pathologies qu'on appelle congénitales, des malformations du cœur qui sont à la naissance. En général, ces pathologies sont opérées très tôt. Ici, ce n'était pas possible. Donc, la deuxième grande cohorte de patients, ce sont les affections acquises suite à une infection. Et une infection, en général, une angine et autres, et le germe se greffe sur les valves du cœur et les détruisent. Et à ce moment-là, il est indispensable d'opérer ces enfants. L'opération s'achève samedi prochain. Parmi ces hommes en blouse, il y a des médecins burkinabés aux côtés du professeur Eric et son équipe. Des spécialistes impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement de la chirurgie cardiaque au Burkina. Donc Gérard dit d'abord qu'il a réussi avant que vous applaudissiez. Écoutez le chef. Bon, voilà, Adama vient de faire la première fermeture d'une communication interauriculaire chez une jeune fille de 14 ans. Nous avons préparé une douzaine d'enfants à opérer, souffrant de cardiopathie congénitale. C'est essentiellement la communication interauriculaire que nous avons choisi pour débuter nos missions. Mais également, il y a d'autres enfants qui souffrent de pathologies acquises. Et comme l'avait dit le président Chesson, donc cette fois-ci nous avons choisi des cardiopathies rhumatismales. Donc c'est essentiellement donc, des affections de valves qui seront opérées à la suite des malformations congénitales. C'est un honneur de le dire parce que c'est un pas important, un pas historique que la pratique médicale a franchi au niveau du CHU Tengango. Comme on l'a indiqué, nous avons eu à pratiquer en partenariat avec les équipes de la chaîne de l'espoir, mais également l'équipe locale du CHU Tengango, la première opération à cœur ouvert. Et il faut dire également qu'il y a de la cardiologie interventionnelle qui se pratique depuis hier également au niveau du CHU. C'est un pas important, c'est un pas historique et il faut saluer le partenariat qu'il y a entre les équipes locales, mais également avec et les partenaires chaîne de l'espoir. Un partenariat désormais axé sur le transfert des compétences avec en perspective d'associer la chirurgie à cœur ouvert pour adultes sur place au Burkina Faso.
Un pays où les maladies cardiovasculaires représentent annuellement plus de 12% du taux de mortalité. Le centre hospitalier universitaire Tengango dispose donc désormais d'une unité de chirurgie cardiaque. C'est dans cet hôpital que se déroule actuellement la campagne de chirurgie à cœur ouvert. L'opération est réalisée par une équipe conjointe de chirurgiens français et burkinabés qui en une semaine vont réaliser une dizaine de chirurgies cardiaques sur des enfants. Beaucoup d'enfants ont donc déjà été opérés avec succès malgré la délicatesse de l'intervention. Adama Guiti et Vincent Kendrebego pour le reportage. Attention aux âmes sensibles. C'est un jour qui ne sera pas du tout repos pour ces professionnels de la santé humaine. L'équipe médicale doit faire une chirurgie cardiaque sur un garçon de 9 ans. Il s'agissait d'un garçon de 9 ans qui souffrait d'une communication interauriculaire qui est en réalité un trou anormal qui se situe au niveau du voile qui sépare les deux oreillettes. Donc faisant que le sang quittait l'oreillette gauche où la pression est plus élevée vers l'oreillette droite pour inonder tout le système droit et bien sûr les poumons. C'est pourquoi l'enfant a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des symptômes respiratoires. Il s'agit d'une chirurgie à cœur ouvert. Il faut ouvrir le thorax, puis ouvrir le cœur. Lorsque vous ouvrez le cœur, étant donné que c'est une pompe, si vous n'arrêtez pas le cœur et que vous ne permettez pas au sang de passer à travers une machine pour continuer à irriguer les tissus, le patient ne peut pas survivre. Donc c'est pour ça que la chirurgie à cœur ouvert est plus complexe que la chirurgie à cœur fermé. Les chirurgiens suspendent alors momentanément l'activité du cœur et le remplacent par un artificiel qui maintient le patient en vie pendant que le cœur du garçon subit une réparation de son anomalie. L'opération est délicate, une question de vie ou de mort. Ces opérations sont difficiles, elles sont risquées, elles sont dangereuses, mais au final elles se passent bien. Et ça demande de la précision, de la confiance et de la patience, car elle peut prendre toute une journée. Il y a des cas où on peut aller à 12 heures, voire 24 heures. Quand on a ouvert, on a trouvé une autre malformation associée qui était passée inaperçue, qui est celle d'une persistance du canal artériel. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu plus de saignements que d'habitude. Sur cette mission, on ne dira pas des complications, mais des cas difficiles. Le premier cas s'est passé très bien, il n'y a eu aucun problème. Mais les seconds cas, le cas d'hier et celui d'aujourd'hui, étaient des cas difficiles. Et n'eût été la technicité, la dextérité, l'expérience du professeur Babatasi, il allait y avoir des difficultés. En tout cas, jusque-là, ça va. C'est une équipe conjointe qui réalise l'opération, composée de Français et de Burkinabés. Les Burkinabés profitent surtout de l'expertise de leurs homologues français, conduits par Dr Chesson, président de la chaîne de l'Espoir qui est à l'initiative de cette mission médicale au Burkina Faso. Nous avons pu former toute une équipe parce que ce qu'il faut dire aussi qui est particulier, c'est que nous voulions qu'il soit ouvert dans notre hôpital un service de chirurgie cardiaque. Nous ne voulions pas que ce soit seulement des missions qui se passent où des gens viennent et ils s'en vont et après il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui c'est réalisé. Nous avons pu ouvrir un service de chirurgie cardiaque avec un chirurgien cardiaque déjà formé. L'équipe locale me paraît extrêmement compétente. Je suis très optimiste sur leur capacité à progresser et à bientôt opérer seuls. Et nous viendrons les accompagner d'abord par amitié, parce que maintenant ce sont des amis, et on viendra pour les cas les plus difficiles. Toutes les conditions sont alors presque réunies pour que le CHU de Tengango dispose prochainement d'une équipe capable de réaliser des chirurgies à cœur ouvert de façon autonome. Mais il reste encore des efforts à fournir. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Docteur Dabiri, quelle coopération existe entre la chaîne de l'Espoir et le CHU de Tengango? Merci. Alors, la coopération date de plusieurs années déjà. Il faut reconnaître que la chaîne de l'Espoir avait essayé d'opérer sur plusieurs sites avant, et depuis les années 2000. Et puis, dès
la création donc, de l'hôpital de Tengandogo, nous avons identifié ce site-là comme étant, disons, le site idéal pour pouvoir, disons, aller sur ce type de médecine assez pointu. Donc, Tengandogo donc, a été notre objectif. Nous avons travaillé là-dessus. Ça a pris du temps. On s'est craché plusieurs fois, mais on n'a pas abandonné. Et là, tout est parti surtout de Dr Salado, que voici Adama, excellent cardio-chirurgien, dont m'a parlé le professeur Alain Deloche. Moi-même, je ne le connaissais pas. Et donc, tout est parti de là. Il a travaillé donc avec le professeur Sanou, que voici. Et ensemble, on a eu, disons, la même vision, à savoir, au lieu d'évacuer les gens à l'extérieur, pourquoi ne pas les faire sur place ici, surtout qu'il y a les équipes. Donc, un autre moment très important est celui donc, de la rencontre de notre fondateur, le professeur Alain Deloche, avec le président du FASO, l'actuel président du FASO, qu'il a rencontré en décembre 2018. Et après ça, les choses sont allées très très vite. Une semaine après, une équipe est venue ici à l'hôpital de Tengandogo pour essayer donc d'évaluer la faisabilité de ce projet. Et puis tout est parti de là. Alors, donc, en avril 2019, une première mission de chirurgie cardiaque à cœur fermé, et on l'a réalisée donc, en faisant venir le professeur 6 sénégalais, voilà, pour donc, opérer 8 enfants. Et ça, évidemment, c'est avec l'aide de la chaîne de l'espoir. Puis, en juillet 2019, 5 enfants ont été opérés à Dakar, sur financement chaîne de l'espoir. Et à cette occasion, donc, Adama, que voici, notre cardio-chirurgien, est allé à Dakar avec un anesthésiste et sur place, ils ont opéré donc avec l'équipe sénégalaise. Alors, donc, à part cela, nous avons au niveau donc, de la chaîne de l'espoir en termes de coopération, de fin juillet à octobre 2019, Adama que voici à nouveau est parti à Ho Chi Minh, j'espère que je prononce bien, et je pense que c'est quelque part au Vietnam. Et donc, il est allé avec un anesthésiste à l'Institut donc, du cœur, construit par la chaîne de l'espoir. Il a fait 3 mois là-bas. Et puis après, en accord avec le CHU donc, de Clermont-Ferrand et la chaîne de l'espoir, une équipe est repartie en France. Et il y a des postes, donc quand on opère, disons, du cœur, je pense qu'il y a des postes de cardio-chirurgiens, il y a des infirmiers spécialisés, il y a des pompistes, perfusionnistes, voilà. Et donc chacun a été donc formé, habilité donc de cette spécialité à son poste. Puis maintenant vient donc malheureusement la Covid-19 l'an passé, et là aussi la chaîne de l'espoir a été vraiment présente. Elle a été présente pendant 4 semaines, elle a donc dispensé la formation continue sur le nouveau coronavirus que nous ne connaissions pas, et sur l'hygiène hospitalière, et sur la protection donc, du personnel. Voilà. Et ce n'est pas tout. La chaîne de l'espoir continue toujours, et en accord donc, avec l'hôpital de Tengandogo et la clinique cardiologique du Bois, nous avons mis en place un programme qu'on appelle ICOS, donc un programme d'échographie cardiaque Doppler. Donc c'est de la télémédecine. Donc nous sommes, disons, à la clinique, et puis des experts donc, en échographie cardiaque, en présence donc, du cardio-chirurgien, plus d'un autre cardiologue. Ils font des échographies, et puis donc, on nous corrige, on nous montre un peu, disons, les insuffisances. Donc ça, c'est quand même un programme très, très important. Voilà. Puis enfin, Dr Adama que voici a commencé en juillet 2020 avec son équipe totalement burkinabé, donc au CHU donc, de Tengandogo, à opérer donc, à cœur fermé. Voilà. Donc, tout cela a été fait grâce, évidemment, à leur intelligence, grâce à la qualité de l'équipe burkinabé, mais aussi grâce à la chaîne de l'espoir, parce que la chirurgie cardiaque coûte extrêmement cher. Donc, on est parti de juillet 2019 ou 2020, on opérait à cœur fermé. Désormais, c'est à cœur ouvert. Oui, parce que c'est une étape préalable. Voilà, avant le cœur ouvert, parce que j'ai suivi l'élément de reportage où le professeur Senou disait que la chirurgie à cœur fermé était moins complexe. Donc ça permet à l'équipe de s'échauffer, passez-moi le terme, et pour attaquer choses plus sérieuses, voilà, qui constituent le cœur ouvert. Voilà.
Professeur Sanou, la formation des ressources humaines a été déterminante pour l'ouverture de l'unité de chirurgie cardiaque. Comment cette formation a-t-elle été effectuée? C'est vrai que le docteur Dabiré a parlé de la contribution de l'ONG humanitaire, la chaîne de l'espoir, mais concrètement, comment ça s'est passé? Alors concrètement, je vais revenir un peu sur l'évolution des choses, parce qu'au début, c'était un projet qui était logé au ministère de la Santé. Et c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de base vraiment bien formelle dans un hôpital. Et moi, j'interviens vraiment dans cette histoire par mon poste. Bien sûr, je suis chirurgien, j'aime beaucoup tout ce qui est chirurgie difficile. Et c'est surtout par mon poste de directeur médical, donc je suis celui qui doit coordonner l'organisation des soins dans notre hôpital. Et donc on avait en charge, dès le début, avec mon prédécesseur à ce poste, docteur Da Syriac, que je salue, qui a aussi travaillé pour ce projet. Donc on avait à notre charge de former cette équipe, mais on a préféré créer une unité, créer un service qui commencerait à prendre en charge, qui verrait venir des spécialistes pour les aider et qui progressivement serait autonome. Donc c'est ça qui a guidé l'affaire. Donc au finish, on était obligé de prendre chaque poste professionnel et de proposer des gens pour les former. Donc ça a été vraiment difficile parce que bon, pour les chirurgiens, c'était dès le début, il s'était lui-même orienté vers cela dès qu'il a fini sa formation en chirurgie avec nous ici. Mais pour les infirmiers, il fallait choisir et il fallait regarder comment les compétences de chacun pour voir s'ils ils pouvaient y arriver. C'est ainsi que nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, mais vraiment plusieurs partenaires, parce qu'il y a les Belges qui nous ont soutenus en formant un anesthésiste, dans la personne du docteur Bougma. Les Français, ils ont participé à la formation, bien sûr, du docteur Savadogo, mais aussi à la formation du perfusionniste, qui a fait d'ailleurs une formation diplômante, M. Kinda. Il y a aussi eu l'infirmière du bloc opératoire, Mme Saré. Il y a eu également l'infirmier de réanimation, l'infirmier du secteur d'hospitalisation, qui ont été formés au niveau de Clermont-Ferrand. Donc ça prend du temps, ça affaiblit les équipes sur place, donc il fallait maintenir les équipes sur place au niveau et en même temps former les gens pour cette unité-là. Et qui connaît notre hôpital, c'est que nous ouvrons progressivement des unités, parce que nous n'avons pas vraiment tous les moyens pour ouvrir, mais on s'accroche à des projets particuliers qui sont chers à notre pays. Donc voilà un peu... Il y a eu aussi la contribution des Italiens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous avons des collègues italiens qui sont là d'ailleurs, ces deux associations. C'est l'association Migo Tigo et l'association Safe Heart, italien mais aussi monégasque, qui ont participé, parce qu'ils ont d'ailleurs aussi beaucoup participé en nous donnant du matériel. La pompe de cardiaque que nous avons, elle a été offerte par les équipes italiennes. Au niveau de la chaîne de l'espoir, ils ont également fourni beaucoup de choses. Ils continuent encore d'acheter les consommables, des médicaments qui coûtent souvent très cher. Les instruments ont été également offerts par ces collaborateurs-là. Mais il ne faut pas oublier que l'hôpital aussi a beaucoup investi dans cette histoire. Et bien sûr, sous la coupe de notre ministère, et les différents ministres qui se sont succédés pendant toutes ces années ont toujours vu l'importance de la chose et nous ont accompagnés. C'est difficile, mais on y arrive. Docteur, ça a sur le plan technique, quels sont les cas qui ont été sélectionnés pour cette mission? Alors pour commencer... le choix était difficile? C'était difficile. Nous, on s'est fixé un certain nombre de critères, sur la base desquels on se disait que les interventions n'allaient pas être très compliquées et que surtout le pronostic allait être favorable. Donc ce sont des cardiopathies, donc congénitales, et des cardiopathies acquises. Voilà, assez simple qu'on a choisi pour commencer.
du côté congénital, on a choisi la communication interauriculaire, et du côté des cardiopathies acquises, c'est des cardites rhumatismales, donc de la valve mitrale essentiellement, qu'on a choisi pour commencer. Mais comment une chirurgie cardiaque à cœur ouvert se déroule? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. C'est très difficile à moins de minutes d'expliquer. Essayez quand même. Donc, mais si je me résume, je dirais qu'elle se déroule grosso modo en 3 grandes étapes. Grande, bien sûr, je dis. Donc, la première grande étape, elle est anesthésique. Ce qui est particulier aux autres types de chirurgie, ici, l'anesthésie est d'emblée générale. C'est-à-dire que la personne doit forcément être endormie. Ensuite, l'installation est particulière parce que c'est une intervention au cours de laquelle des fonctions de base comme la fonction respiratoire et circulatoire seront arrêtées. Donc il faudrait en même temps être en mesure de contrôler les paramètres vitaux. La personne comme la pression artérielle, la saturation, donc disons la température centrale. Donc il y a un certain nombre de cathéters que la personne reçoit au niveau veineux, au niveau artériel, veineux, je dirais périphérique et central, et au niveau artériel. Donc c'est une installation très lourde et ça prend au minimum 2 heures. Pour l'étape de l'anesthésie. De l'anesthésie. Oui. Dès que cette étape... Parce que ce sont ces dispositifs-là qui prennent le relais pendant qu'on ouvre le cœur. Non, mais c'est surtout pour pouvoir bien endormir le patient et suivre ses paramètres. En réalité, le cœur s'arrête, mais il n'est pas mort. Voilà. Donc, souvent, ceux qui pensent que arrêt cardiaque égale signe de décès, dans notre contexte, on peut discuter. Alors, on peut couper le cœur et couper la respiration et maintenir la personne en vie. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, la deuxième étape, justement, c'est la mise en place de la pompe cardiaque que le professeur Senoé évoquait tantôt, qui va remplacer le cœur et les poumons. Donc, ça passe traditionnellement par l'ouverture du thorax. Voilà. Il y a l'os principal du thorax qui est en avant, qu'on appelle le sternum, qui est scié. Donc le cœur a un fourreau qu'on appelle péricarde. On l'aborde et on expose le cœur à la vue. Voilà. Dans les reportages, vous avez vu que le cœur était exposé. Voilà. Donc une fois qu'on l'expose, on essaie de dévier le sang systémique qui retourne au cœur à travers les 2 veines caves inférieures, qu'on canule, c'est-à-dire qu'on met des tuyaux et on dérive tout le sang qui est dévié vers la machine. La première étape, donc la machine oxygène ce sang qui est veineux, et la deuxième étape, la machine propulse le sang. Et ce sang qui est propulsé, nous l'introduisons au niveau de la sortie, donc du cœur, au niveau de l'aorte. Voilà. Tout en prenant le soin de bloquer en arrière pour éviter que ce sang oxygéné-là retourne dans le cœur. Voilà. Donc le principe là, c'est de court-circuiter le cœur et les poumons. Voilà. Et la fin de cette deuxième étape, c'est l'arrêt du cœur et de la ventilation. Et on vide le cœur donc de tout son contenu sanguin. Et il devient un organe comme le foie du professeur Stano, qui est maintenant abordable pour la chirurgie. Donc la troisième grande étape, c'est l'étape de la réparation de la lésion. Donc si je résume les lésions, la lésion peut être congénitale, c'est les malformations qui sont présentes à la naissance. La lésion peut être acquise, se portant soit sur les valves du cœur, donc soit sur les artères du cœur, soit sur les gros vaisseaux du cœur.
Et cette dernière étape se termine par le réveil du cœur. Voilà. Si on a pu l'endormir, le bloquer, il faut être en mesure de le réveiller. Voilà. Et ces étapes-là, quelle est l'étape la plus difficile? Ou bien elles s'équivalent? Toutes les étapes sont difficiles parce que la chirurgie cardiaque, dans notre milieu, on aime le dire, c'est une chirurgie de détail. Voilà. Donc vous verrez qu'à chaque poste, il faut une spécialisation. De détail, de précision. Oui, voilà. Parce que tout est mesuré et une erreur à n'importe quelle étape peut être fatale. Voilà. Professeur Zanou, quelles sont les avancées technologiques au CHU de Tengango en matière de chirurgie cardiaque? Les avancées technologiques, je peux dire que nous attendons vraiment, et nous voyons déjà les résultats, parce que il faut savoir que là où vous êtes capable de faire la chirurgie cardiaque, théoriquement vous êtes capable de faire pratiquement toute autre chirurgie. Parce que le niveau d'exigence est tel que toutes les autres chirurgies arrivent à se faire là où on fait de la chirurgie cardiaque. Et nous, on en profite. Hein. Nous, on a commencé des chirurgies complexes avant que ça arrive. Mais j'avoue que le fait d'avoir de la chirurgie cardiaque dans notre bloc opératoire qui est aux normes nous permet d'avoir la possibilité de faire autre chose. Alors, il y a aussi toutes les autres disciplines qui sont autour, même la banque de sang, le laboratoire sont obligés de monter en niveau de technicité, en niveau de qualité d'offre de soins pour pouvoir suivre la chirurgie cardiaque. Et c'est ainsi que la formation aussi des agents va s'en retrouver vraiment améliorée. D'accord. Donc, cela veut dire qu'en termes de plateau technique, de personnel, c'est... Tout est au top. Oui, je pense que je peux dire que nous sommes à un niveau acceptable et nous avons besoin d'améliorer encore. Il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Et j'ai oublié de citer tout à l'heure, dans la flopée de personnes qui sont autour de nous, d'institutions qui nous aident, le ministère de la Défense, parce que l'anesthésiste dont on parlait tout à l'heure, le docteur Belem Farid, est un militaire et que l'armée a bien voulu nous mettre à notre disposition pour le projet. Donc tous ces éléments-là, mis l'un à côté de l'autre, nous permettent quand même d'atteindre un niveau très intéressant pour le reste, les autres chirurgies et également ce dont on va certainement parler tout à l'heure, la cardiologie interventionnelle. Docteur Dabiré, quel est l'apport de la chaîne de l'espoir pour la réussite de cette mission qui se déroule actuellement au Burkina Faso? Merci. Alors, donc l'apport déjà, c'est les équipes médicales que la chaîne de l'espoir a pu mobiliser. Là, nous avons reçu, je pense, 17 personnes que nous avons pu faire venir ici au Burkina pour travailler avec l'équipe de Tengandogo. Au-delà de cela, il y a les apports en termes, disons, d'instruments. En termes d'instruments, en termes d'appareils de la circulation extracorporelle, en termes de médicaments, en termes de boîtes d'instruments. Tous ces choix, disons, coûtent extrêmement cher. Alors, au-delà de cela, nous avons été présents évidemment au bloc opératoire avec tout ce qu'il y a comme consommables. Les consommables en cardiochirurgie coûtent extrêmement cher. Alors, donc, il y a aussi le volet hospitalisation, où la chaîne de l'espoir a été présente. Et donc, le remise à niveau du bâtiment d'hospitalisation qui doit accueillir les patients opérés du cœur. Il y a eu le don d'électrocardiographes et d'échocardiaques Doppler de paravent. En tout cas, la chaîne de l'espoir a été vraiment présente. Et je pense que depuis quand même quelques années, c'est certainement un des partenaires privés, le meilleur partenaire privé du CHU de Tengandogo. Voilà. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego.
Alors, c'est une question qui préoccupe les Burkinabés. Madame Kafando Assamba nous a confié que son bébé, dès 6 mois, avait des battements cardiaques anormaux. Et après consultation, ils ont fait des échographies qui ont révélé qu'il y a quelques soucis au niveau de la valve. Les médecins disent qu'il y a un bruit au niveau de son cœur et que l'enfant risquait d'avoir des problèmes pour fournir des efforts physiques. Aujourd'hui, l'enfant a 12 ans, il court, il fait ses activités physiques, mais il a toujours ce bruit-là au niveau du cœur. Et sa mère est inquiète. Qu'est-ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui? Et en voyant les reportages et ce qui se fait à Tengango, elle se demande quelle pourrait être la solution pour son enfant. Madame Nébier nous suit à Tampuy. Sa fille de 3 ans a des maux de cœur et elle est drépanocytaire. Les examens ont révélé que son cœur est gros et qu'il y a un trou qui empêche le sang de bien circuler. Aujourd'hui, la petite fille est sous antidouleur et chaque jour, elle prend des comprimés. Si elle ne les prend pas, c'est elle-même qui vient dire à sa maman qu'elle a mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant-là? Est-ce que sa situation nécessite à la longue une intervention à cœur ouvert comme on vient de le voir? Monsieur Seydou Tchombiano suit l'émission en Fadang Gourmand. Il se demande si ces enfants-là peuvent avoir des AVC. Et si tout le monde, tous les Burkinabés qui peuvent être exposés aux AVC. Monsieur Ninkiema Ouagadougou, lui, veut savoir si un adulte de 30 ans aujourd'hui qui a eu des problèmes cardiaques quand il était enfant peut se faire opérer si le problème persiste. Monsieur Diallo Amadou, lui, nous a appelé de Dori. Il a entendu parler de maladies congénitales dans le cas des enfants qui ont été opérés à Tengango. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette maladie-là peut toucher tous les enfants d'une même fratrie? Madame Nana Nekaboure Salmata est à Koudougou. Elle a un enfant de 5 ans chez qui on avait diagnostiqué une malformation cardiaque. Et la famille a essayé de soigner l'enfant, mais faute de moyens, elle a dû arrêter les suivis. Quelque temps après, ils ont recommencé les suivis. Et sa question, c'est comment son enfant peut bénéficier de l'appui de la chaîne de l'espoir et de toute l'équipe du CHU de Tengango au regard de la modicité de leurs moyens. Et quand on parle de prise en charge, une autre téléspectatrice qui a requis l'anonymat demande combien peut coûter une telle intervention à cœur ouvert au Burkina Faso. Madame Dabiré est à Ouagadougou. Elle a vécu une situation dramatique en ce début d'année. Sa nièce de 16 mois est décédée subitement après des pleurs et des difficultés à respirer le soir. Ses parents l'ont amenée à l'hôpital et le diagnostic, c'était que c'était un problème cardiaque. Malheureusement, l'enfant est décédé après le diagnostic, quelque temps après. Sa préoccupation, c'est est-ce que les futurs enfants de sa nièce ou de sa cousine peuvent souffrir de problèmes cardiaques? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas pu découvrir à temps que l'enfant avait des problèmes cardiaques? Parce que c'est un enfant qui était bien suivi en termes de soins, de vaccins et tout. Monsieur Barreau Aboubo Dulasso aimerait que vous parliez des signes qui doivent alerter les parents. Comment savoir que son enfant a des problèmes au niveau du cœur, des problèmes délicats, difficiles à régler? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc, la question de M. Barreau, quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Comment savoir que son enfant a des problèmes qui peuvent aller jusqu'à une intervention? Docteur Dabiré. Alors, merci M. Barreau pour votre question. Alors, les signes en général d'un enfant malade du cœur, l'enfant est prostré. L'enfant est prostré, l'enfant est essoufflé, l'enfant ne s'amuse pas bien. Alors, donc, très souvent, ce qui amène les parents à venir consulter, c'est des toux à répétition, des rhumes à répétition.
Alors dans ce cas-là, quand on vient donc voir le pédiatre ou le cardiologue ou le cardiopédiatre, le diagnostic, disons, maintenant au Burkina est très très vite posé. Tous les cardiologues qui sortent donc ici sont formés pour, à travers juste donc une échographie cardiaque, poser le diagnostic. Maintenant, ce n'est pas toutes les cardiopathies congénitales, dont celles avec lesquelles on est, qui sont à opérer. Il y en a qu'on laisse évoluer et puis après la nature donc répare ce qu'il y avait à réparer. Sinon, aujourd'hui, comme au Burkina, les choses ont évolué, il serait bon de s'intéresser à venir à Ouaga, parce que je pense qu'il est à Banfora. Voilà, à Bobo-Dioulasso, venir donc pour une consultation. Chez n'importe lequel des cardiologues de la ville, si c'est nécessaire, il enverra donc l'enfant au service donc à Tengandogo, au CHU de Tengandogo. Okay. Il y a Madame Kafando, son bébé dès 6 mois avait des battements cardiaques anormaux. Après consultation, ils ont fait des échographies, il y a quelques soucis au niveau de la valve. Les médecins disent qu'il y a un bruit au niveau du cœur et que l'enfant risque d'avoir des difficultés pour fournir un effort physique. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans, 10 ou 12 ans. Donc, 12 ans, donc le problème persiste, le bruit du cœur. Que faut-il faire? Vers qui se tourner pour une solution? Non, là, c'est venir à nouveau voir un cardiologue. Le bruit du cœur dont elle parle, c'est évidemment un souffle cardiaque qui est là. Et souffle cardiaque aussi n'équivaut pas obligatoirement à aller au bloc opératoire. Donc, il faut que l'enfant puisse être vu. Qu'on évalue donc le degré de la valvulopathie, parce que je pense que là qu'on parle de valvulopathie, parce que selon son explication, il y a une valve qui est touchée. Voilà. Mais là encore, il faut rechercher la cause de cette maladie donc, de la valve. Peut-être envoyer un pédiatre, un médecin généraliste qui va aller à la recherche d'une RA, comme nous l'appelons, donc les angines à répétition qui donnent donc qui viennent après lécher le cœur, qui donnent donc après des valvulopathies. Donc il faut donc rechercher et écarter avec des examens assez simples qu'on appelle le taux des Aslo, voilà, une maladie rhumatismale. Okay. Voilà. D'accord. Et Madame Nébé qui a sa fille de 3 ans, elle a un cœur gros et puis elle est drépanocytaire. Donc il y a un truc qui empêche le sang de bien circuler. Donc aujourd'hui, elle est sous antidouleur, des comprimés qu'elle prend tous les jours. Donc est-ce que sa situation nécessite à la longue une intervention à cœur ouvert? Non, malheureusement, là nous parlons donc de drépanocytose. Une des conséquences donc, de la drépanocytose sur le cœur est donc une cardiomégalie. Donc ça donne donc un cœur qui est gros. Alors malheureusement, comme vous le savez, la drépanocytose n'est pas une maladie qu'on peut traiter et guérir. Et donc il va falloir certainement, disons, être en contact avec son cardiologue qui va certainement mettre des médicaments pour un peu fluidifier, rendre un peu plus fluide les érythrocytes donc, qui sont dans le sang de cet enfant et surtout empêcher qu'il y ait une agrégation, qu'il y ait donc des caillots de sang qui vont provoquer chez cet enfant des AVC. Mais bon, pour l'instant, j'espère bien qu'on ne va jamais en arriver à là. Mais il faut qu'ils attaquent, qu'ils soient au contact vraiment de leur médecin et pour le suivi de cet enfant. Ok. Parlant d'AVC, c'est la question de M. Sédou Chambiano, docteur Sawadogo. Sa préoccupation, est-ce que tout le monde est prédisposé à faire un AVC? Alors, dire que tout le monde... tout le monde peut-il faire un AVC? Je suppose qu'il parle des cardiopathes. Donc, il y a des cardiopathies qui causent des AVC. Ça, il faut le dire. Chez les adultes, par exemple, tout ce qui peut perturber le rythme cardiaque, voilà, qu'on appelle par exemple la fibrillation auriculaire, ça donne des caillots dans l'oreillette gauche qui peuvent migrer, passer par le ventricule gauche, remonter à travers la l'aorte et aller se bloquer au niveau du cerveau. Voilà. Donc ça, c'est possible. Ensuite, par exemple, le rétrécissement mitral, c'est une maladie au cours de laquelle, vous savez, les valves, c'est comme des portes qui s'ouvrent, qui permettent au sang de circuler dans une direction, mais pas le sens inverse. Donc dans le rétrécissement mitral, donc la valve qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche ne s'ouvre pas correctement. Donc il y a une stagnation sanguine qui se crée au niveau de l'oreillette gauche, notamment dans
dans la petite poche, donc l'oreillette gauche qu'on appelle auricule. Donc ce caillot aussi peut migrer et remonter. Ensuite, chez les cardiopathies congénitales, il y a des situations où il y a un trou anormal avec d'autres malformations. Et ce qui est plus connu, ça s'appelle la tétralogie de Fallot, où en plus du défect cardiaque, il y a une modification de la viscosité sanguine. Donc le sang devient gélatineux. Et donc c'est des caillots qui peuvent quitter les cavités droites, puisqu'il y a inversion donc, du shunt, donc passer dans les cavités gauches et remonter au cerveau, donner soit un AVC ou soit le plus souvent même des abcès du cerveau. Voilà. D'accord. Monsieur Nikema et à Ouagadougou, veut savoir, est-ce que les adultes, quelqu'un qui a 30 ans et qui ont des problèmes, des adultes de 30 ans qui ont des problèmes de cœur à l'enfance peuvent se faire opérer ici si le problème persiste? Est-ce qu'on peut se faire opérer? Donc il y a une nuance qu'il faut lever ici. Généralement, les cardiopathies, je suppose qu'il parle de cardiopathie congénitale, puisqu'il parle de maladie du cœur à l'enfance. Voilà. S'il s'agit bien d'une cardiopathie congénitale, donc il y en a qui, à l'âge adulte, si la personne arrive à survivre, sont toujours opérables. Voilà. Parce que la modification physiologique donc, que ces maladies impriment sont toujours réversibles. Voilà. Je pense par exemple à la communication interauriculaire. Voilà. Il y a des gens chez qui le diagnostic est fait souvent même après 30 ans. Et on se rend compte qu'au niveau pulmonaire, donc les dommages qui s'y trouvent peuvent être réversibles une fois qu'on va fermer par exemple le défect. Mais il y en a d'autres, je citerai la communication interventriculaire qui est quand même la cardiopathie congénitale la plus fréquente. Généralement à 30 ans, si c'est découvert, il y a souvent soit une insuffisance cardiaque qui est réversible ou une hypertension artérielle pulmonaire. Et dans ce cas, l'opération même peut être dangereuse pour la personne. Parce que la personne avait trouvé en quelque sorte un équilibre pathologique qui lui permet de résister un tout petit peu. Donc en fermant le trou, à ce moment, on précipite donc l'issue de la maladie. Il faut que la personne aille en consultation. La solution est que la personne vienne voir un cardiologue et le cardiologue discute toujours avec les chirurgiens par rapport aux indications. D'accord. Ouais. Donc à M. Diallo Amadou, qui nous appelle de Dori, il a entendu parler de maladie congénitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la maladie peut toucher tous les enfants d'une même fratrie? Professeur? Oui, mais quand on parle de maladie congénitale, c'est ce qu'on a en naissant et c'est souvent lié au gène. Donc il se peut que ça atteigne toute la fratrie, comme il se peut aussi que ça saute certains de la fratrie. Ça dépend de la nature du gène qui est atteint. D'accord. Oui, d'accord, ça devrait compléter. Oui, donc pour compléter ce que le professeur a dit, donc, bon, souvent on nuance les maladies héréditaires qui sont transmises par les parents, donc des maladies congénitales qui sont en quelque sorte donc des accidents donc qui surviennent à n'importe quelle étape donc de l'évolution, donc de la formation des organes. Voilà. Pour le cœur, c'est le cas. Il y a des cardiopathies congénitales où on retrouve quand même qu'il y a une fréquence donc élevée dans certaines familles. Voilà. Madame Nana est à Koudougou. Elle a un enfant de 5 ans, docteur Dabiré, chez qui on avait diagnostiqué une malformation du cœur. La famille a essayé de traiter l'enfant, mais par manque de moyens, les parents ont dû abandonner le suivi.
Donc, avant de reprendre sa question, comment son enfant peut entrer en contact avec la chaîne de l'espoir et bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge? Alors, notre portail est ouvert. Je pense que plus tard, il se passe la possibilité disons, de vous joindre afin qu'on lui donne les numéros qu'il faut. On la fera venir en espérant que la cardiopathie n'est pas dépassée. Parce qu'il y a des moments où les cardiopathies sont dépassées. D'accord. En tout cas, elle pourra prendre contact avec vous directement. Ok. Donc, Madame Nana veut prendre contact avec l'équipe de santé MAG pour qu'on essaie de voir avec l'équipe de Tenganou pour voir quel suivi peut être donné à votre enfant. Donc, Madame Dabiri Awaga, elle a vécu une situation dramatique. Donc, la question de problèmes cardiaques dans la famille revient. Est-ce que l'enfant a été diagnostiqué un peu tardivement? Malheureusement, elle est décédée à 16 mois. Donc, la question c'est est-ce que les enfants qui vont venir après vont probablement souffrir de la même pathologie que l'enfant qui est décédé? Bon, pour répondre à la place des cardiologues, donc je dirais que je ne vais pas citer les pathologies, mais on sait que il y a des familles donc dans lesquelles certaines cardiopathies congénitales donc, sont plus fréquentes que d'autres. Voilà. Je citerai par exemple la cardiomyopathie hypertrophique, voilà, qui peut entraîner à tout moment une mort subite. Ça, c'est un exemple en passant. La solution ici, c'est de prendre contact avec les cardiologues qui vont essayer de voir c'est quelle malformation exacte qui a été à l'origine du décès de son enfant. Et si ça nécessite qu'on fasse le dépistage donc de la famille, on le fera. Parce qu'apparemment l'enfant a été bien suivi, les vaccins, tout était bien fait. Donc, oui, mais là, elle ne nous dit pas, peut-être que ce n'est pas le cas, elle ne nous dit pas le type de maladie qui a emporté l'enfant. Oui, justement. D'accord. Je crois qu'il faut savoir aussi qu'il y a souvent un problème de diagnostic de ce qui a entraîné le décès de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies qui auraient pu entraîner ce décès-là. Pas forcément même une maladie cardiaque. Il y a des maladies pulmonaires, il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu entraîner ce décès-là. Et comme chez nous, on ne fait pas d'autopsie, ça c'est un gros problème. Parce que si on faisait des autopsies, on aurait su ce qui s'est passé et on saurait comment orienter une enquête dans la famille pour pouvoir éviter d'autres morts. Docteur Dabiri. Le professeur Sanou a d'autant plus raison qu'à nos consultations en droit de cardiologie, dès lors où un enfant est suivi en cardiologie pour une cardiopathie congénitale, quelle que soit la maladie que l'enfant aura, les gens viennent voir le cardiologue. Voilà. Alors qu'évidemment, il y a 1000 maladies qui peuvent emporter un enfant, malheureusement. Ouais, malheureusement. Docteur Saoudou, quels sont les spécialistes qui interviennent au bloc opératoire pour la chirurgie? Pour cette chirurgie, quels sont leurs rôles? Je veux vous assurer qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Oui, et ils sont très pointus, chacun dans son domaine. Bon, les gens ne voient que le chirurgien habituellement. C'est comme une équipe de foot. Bon, nous sommes souvent comme les attaquants, parce que c'est ceux qui marquent les buts, voilà, qu'on voit. Mais derrière, il y a quand même un travail il y a un bon milieu et une bonne défense. Voilà. Donc pour résumer, donc autour du patient, donc on a bien sûr donc le chirurgien qui est spécialisé. Voilà. Et comme j'avais donné les détails du cursus, il y a l'instrumentiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont le travail, c'est la technique, je dirais c'est la science de servir les instruments en fonction de l'étape donc de l'opération. Pour cela, il faut une formation spécialisée. Il faut être avant tout e-board, voilà, e-board infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Et faire une formation spécialisée en plus. Il y a
un deuxième infirmier ou infirmière qui circulent dans la salle. On les appelle les circulants. Et pendant que l'équipe opère, donc c'est la personne qui est chargée de servir. Voilà. Le matériel supplémentaire, on avait par exemple une compresse qui manque, un fil qui manque. Voilà. Okay. Donc c'est le circulant ou la circulante qui apporte ça. Ok, donc c'est une grande équipe qui travaille. Je ne suis même pas à la moitié. Ah, ok, donc voilà. Nous allons revenir sur ça. Voilà. En attendant, on découvre le dernier lot de questions des téléspectateurs avec Viviane Tendreburg. Mademoiselle Nina Kampaoré nous a appelé de Ouagadougou. Elle se demande quel avenir pour les enfants opérés. Est-ce qu'ils vont guérir définitivement? Elle précise qu'elle est élève en classe de seconde C. Et son autre souci, c'est quels sont les risques que les enfants courent après l'intervention. Monsieur Sinaré, en suivant les reportages, a remarqué que les chirurgiens burkinabés de Tengango ont reçu l'appui d'autres chirurgiens français de la chaîne de l'Espoir. Qu'est-ce qui va se passer après leur départ? Est-ce qu'il y aura toujours des interventions ou bien vous allez attendre un autre appui pour faire les interventions s'il y a des cas qui le nécessitent? Madame Sorgo Assetou est à Ouagadougou. Elle a remarqué que les interventions dont on a parlé ne concernaient que les enfants. Qu'en est-il des adultes? Est-ce que les plateaux techniques ne sont pas adaptés aux adultes ou bien vous avez choisi délibérément de vous occuper des enfants uniquement? Monsieur Kaboré à Ouagadougou constate qu'on parle de plus en plus d'embolie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela est lié au cœur? Madame Bassolé à Koudgou voudrait savoir quels sont les risques liés à une intervention à cœur ouvert. Quel est le taux de réussite que vous avez obtenu au Burkina Faso? Et si on doit comparer au plan international, à quel niveau vous vous situez-vous, même si vous êtes au début? Et combien de temps les enfants vont prendre pour leur convalescence? À partir de combien de temps est-ce qu'ils pourront jouer avec les autres? Ou bien est-ce qu'ils seront guéris définitivement? Madame Ouedraogo nous a appelé de Tenkodogo. Elle souffre de sinusite depuis plus de 10 ans. Est-ce que son inquiétude, c'est est-ce que cela l'expose à des problèmes cardiaques? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Tendreburg. Ok. D'accord. Donc, deuxième lot de questions avec mademoiselle Nina Kampaoré à Ouaga qui se demande quel avenir pour les enfants opérés. Est-ce qu'ils vont guérir définitivement? Elle précise qu'elle est en classe de seconde C. Quels sont les risques après intervention? Donc, sur le plan, je dirais pronostic, on peut diviser les techniques de chirurgie cardiaque en deux lots. Nous avons les techniques palliatives. C'est des interventions qui ont été pratiquées sur des cœurs qui présentent soit des malformations, soit des maladies avancées et qui aident pendant un certain moment. Donc pourquoi on dit c'est palliatif? Si c'est le cas, il n'y a pas une guérison définitive. Voilà. Peut-être qu'il faudrait refaire une autre intervention où souvent ce ne sera pas la peine. Donc le deuxième lot, ce sont les techniques curatives. Voilà. Et pour la plupart des malformations, donc c'est des gens qui guérissent. D'accord, ça c'est la prise en charge post-opératoire, mais ça dépend du patient. Tout dépend du diagnostic de départ. Okay. Ouais. Donc, est-ce que, ça c'est M. Sinaré qui a suivi le reportage, il a constaté qu'il y a eu l'appui des médecins français. Est-ce qu'après leur départ, ça c'est la chaîne de l'espoir, est-ce qu'après le départ de ces médecins, vous allez continuer à opérer ou alors ça va s'arrêter ou bien il faut attendre encore le retour? Alors, je voudrais dire que j'avais dit en discutant tout à l'heure que nous avons voulu que ce soit
fait sur un socle d'un service de chirurgie cardiovasculaire que nous sommes en train de mettre en place. Alors, avant que nous commencions le cœur ouvert, nous faisions des interventions quand même complexes sur les gros vaisseaux, donc à cœur fermé. Certainement que pour le cœur ouvert, nous ne ferons pas vraiment pour cette année déjà tout seul, mais le service va continuer à fonctionner sur les gros vaisseaux, sur les vaisseaux périphériques. Il y a beaucoup de chirurgie vasculaire dont on a besoin. Et progressivement, au fur et à mesure que nous ferons des missions, l'équipe va s'aguerrir et au bout de quelques temps, nous serons autonomes, nous ferons des cœurs ouverts tout seuls. Je voudrais dire au passage qu'il y a 4 chirurgiens cardiaques qui sont déjà en formation, 1 à Dakar, 3 à Marrakech. Et cette année, l'État a donné encore une bourse à un médecin burkinabé pour se former en chirurgie cardiaque. Donc, nous pensons être autonomes bientôt. Pour l'instant, ce sera des missions pour le cœur ouvert. Okay. D'accord. Est-ce que le plateau technique est adapté aux adultes? Parce que là, on ne voit que les enfants. Docteur Savado, est-ce oui, que... en réalité, les premiers qui ont été opérés, c'était effectivement des enfants. Mais dans notre cohorte, des 12 qu'on a opérés, il y a des adultes. Okay. Et dès demain, c'est l'ONG italienne qui va prendre le relais et ce sera des adultes qui seront opérés. D'accord. Docteur Dabiré, il y a M. Kaouri qui constate qu'on parle de plus en plus d'embolie. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié au cœur? Alors, j'imagine qu'il parle, disons, peut-être d'embolie pulmonaire, parce qu'en ce moment, on a un moment où on parle de la Covid et que ça revient assez souvent. Et dans ce cas précis, si c'est par rapport à la Covid qu'il parle, c'est donc de toute la coagulabilité et qui sont liés à cela. Mais sinon, c'est un problème, disons, qui va être assez vaste à parler, à discuter donc en 1 minute ou en 2. Ce qu'il y a, s'il a des inquiétudes, encore une fois, l'équipe est là. Il peut passer un coup de fil en passant par vous et puis on pourra, disons, nous entretenir par rapport à ces inquiétudes sur les embolies. D'accord. Donc, il y a Mme Bassolé qui veut savoir les risques liés à l'intervention, à une intervention sur le cœur. Quel est le taux de réussite que vous avez obtenu? C'est vrai que la campagne n'est pas encore terminée, mais déjà, quel est le taux de réussite? Et qu'en est-il sur le plan international? Est-ce que vous pensez que c'est un succès? Et combien de temps les enfants qui ont été opérés vont prendre pour leur convalescence et commencer à s'amuser avec leurs amis? Donc déjà, comme vous-même vous l'avez signifié, nous n'avons commencé les interventions que le lundi. Voilà, nous sommes au 4e jour. Tout ce que je peux vous dire, la première a été opérée, donc elle est sortie de la réanimation ce matin et elle est au service d'hospitalisation. Elle a fait ses premiers pas, voilà, donc ce jour. Et chez elle, ça évolue normalement. Maintenant, pour la durée de la convalescence, de façon classique, il faut au minimum 2 semaines. Voilà, donc d'hospitalisation. Et à la suite, tout dépendra maintenant de l'évolution même de l'intervention. S'il n'y a pas de complications, souvent il y a une rééducation, donc cardio-respiratoire, voilà, qu'on fait, et la personne se réadapte rapidement. D'accord. Madame Ouedraogo, elle est atteinte de Kodogo, elle souffre de sinusite depuis plus de 10 ans. Est-ce que cela l'expose à des problèmes cardiaques? Bon. Les sinusites. Donc disons que au cours de l'émission, nous avons parlé du rhumatisme articulaire aigu. Voilà. Nous savons que les valves cardiaques sont sensibles donc, à un germe qu'on appelle le streptocoque. Et souvent, à la suite d'angines mal soignées ou non soignées du tout, voilà, liées à ce streptocoque-là, donc le germe peut migrer donc, à travers le sang et se greffer sur les valves du cœur et entraîner des dommages. Donc, ce qu'elle appelle par sinusite, bon, j'espère que c'est bien une sinusite. Donc, le mieux, c'est de faire une consultation ORL, donc, afin voilà, qu'on fasse l'état
voilà, exact de sa situation. Parce qu'effectivement, des infections de la sphère ORL peuvent donner des problèmes de valve plus tard. D'accord. Quelle est la pérennité de la chirurgie cardiaque au CHU de Tengan-Ngo, professeur Sanou? Alors, on a dit tout à l'heure que c'est une chirurgie qui coûte très cher. Donc nous sommes conscients et aujourd'hui de 15h à 17h nous avons une réunion avec des éléments du ministère de la Santé, avec nos partenaires de la chaîne de l'espoir, avec nos partenaires de l'Italie et de Monaco, pour essayer de voir comment planifier la chose sur 5 ans. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui nous a montré un engagement sans faille pour cette chirurgie qui est très coûteuse. Donc il va falloir que nous puissions mettre tous les efforts en marche pour que nous puissions avoir les moyens pour faire continuer cette chirurgie. Si on laisse cette chirurgie dans le plat des difficultés des hôpitaux de notre pays, je vous assure que ça va s'arrêter. D'accord. Donc nous avons besoin de financement. Une intervention? Alors minimum au maximum? Une intervention, je vais globaliser. Le cœur ouvert, nous avons évalué, ça peut coûter à peu près 3,5 millions, une intervention. Et le cœur fermé plutôt. Le cœur ouvert, c'est entre 4,5 millions et 5 millions l'intervention. Donc vous comptez tous les consommables qu'il y a autour. Ça sent les consommables? Non, ça c'est globalement. Globalement. C'est comme ça que c'est évalué. Mais nous avons aussi la chance que la direction actuelle de notre hôpital est très engagée pour booster la chose et trouver avec nos partenaires des moyens pour subventionner probablement la prise en charge des patients. Donc nous sommes en train de réfléchir pour voir comment faire pour que ce soit une action pérenne, pour que dans 2 jours on ne parle pas de ça au passé. D'accord. Vous voulez compléter, docteur Adama? Nous sommes même obligés de rendre ça pérenne parce que déjà nous, au niveau de la clinique et aussi au niveau de Tengan-Ngo, nous avons une liste d'attente de 37 enfants à notre niveau. J'ai cru comprendre qu'à Tengan-Ngo, il y en avait à peu près 36. Donc ça fait quand même une grosse liste d'attente. Et donc nous sommes obligés de continuer. D'accord. Donc, mais pendant les interventions chirurgicales, avez-vous rencontré des difficultés, docteur Sawadoua? Oui, par exemple, lors de votre reportage qui s'est porté sur le cas d'hier, donc on était parti pour une communication interauriculaire, mais en cours d'intervention, il se trouvait qu'il y avait une malformation associée qui était passée inaperçue, donc une persistance du canal artériel. Donc ça a dû... on a dû changer de stratégie, mais finalement on a pu réparer. Voilà. Donc il y a une autre question de monsieur, c'est celle de M. Kabouré qui demande si les microbes de la carie dentaire peuvent entraîner des problèmes de cœur. Oui, et pour son information, pour être opéré à cœur ouvert, il faut forcément faire une consultation dentaire et une consultation ORL. Okay. Voilà. Il faut que tout soit sain à ce niveau. Oui. Avant qu'on... Et quelqu'un qui a une carie, donc qui n'est pas du tout soigné, doit le faire avant s'il doit être opéré du cœur. D'accord. Il y a une information qu'on ne peut pas... Même si on va revenir là-dessus, on ne peut pas passer sous silence. Le CHU de Tengan-Ngo s'est doté d'une unité de coronarographie. Donc, quel est l'impact de cette unité sur la chirurgie cardiaque, professeur Sanou? Dans nos choix médicaux, au début, disons à la naissance de notre hôpital, nous avions ces deux-là, cardiologie interventionnelle et coronarographie et chirurgie cardiaque. Parce que nous savions que les deux sont liés. On parlait tout à l'heure d'adultes. Chez les adultes, on utilise vraiment de la cardiologie interventionnelle. Ça permet de ne pas opérer certains adultes. La cardiologie interventionnelle a besoin de la chirurgie cardiaque parce qu'il y a des adultes qui sont pris en charge en cardiologie interventionnelle et lorsque ça ne marche pas, on est obligé
de les opérer. Là, on travaille sur les vaisseaux du cœur. Donc, c'est aussi une grande avancée. Et nous avons eu la chance de lancer les deux ensemble. Donc, nous avons fait les essais avec cet appareil. Il y a 4 patients qui ont bénéficié d'un examen, d'une coronarographie qui s'est passé très bien. On a fait leur diagnostic et nous allons bientôt lancer officiellement les travaux. Okay. Donc, docteur Sawadou, quelles sont les perspectives pour vous en tant que chirurgien cardiaque au Burkina? Moi, je pense que les perspectives sont bonnes. Hein. Et le record a été planté par professeur Sanou. Parce que, donc, déjà sur le plan donc, du soutien donc, institutionnel et politique, voilà, donc, nous avons été reçus par le chef de l'État donc, qui a affirmé son engagement à soutenir ça, ce que nous menons. Donc, au niveau du ministère de la Santé, à chaque fois que nous avons des réunions où nous avons des activités à faire, donc le ministère est impliqué et le ministère nous pousse à aller de l'avant, on a son soutien. Sur le plan du personnel, on a des compatriotes qui sont en formation, qui vont rentrer progressivement, donc bientôt. Et je pense que donc d'ici là, je ne peux pas donner un délai fixe, mais je pense que les perspectives sont bonnes. Okay. En termes de perspective, je pense qu'on peut dire aussi que nous avons discuté aujourd'hui, il est prévu d'organiser entre 4 et 5 missions cette année, déjà. Déjà. Et la suite viendra en 2022, 2023. Sur 5 ans, en tout cas, les choses seront planifiées. C'est de belles perspectives. Oui. Après la réussite de cette mission, Dr Dabiré, quelles peuvent être les perspectives, puisque nous parlons de perspectives pour la chaîne de l'espoir? En tout cas, c'est exactement le même que mes collègues que voici ici. En tout cas, la chaîne de l'espoir s'est engagée. Quoi pour accompagner ce projet? Alors, c'est comme disait le professeur Sanou tout à l'heure, on va essayer quand même une fois tous les trimestres de pouvoir faire venir des équipes qui vont venir travailler avec l'équipe de Tengandogo. Ils vont s'impliquer, ils ont pris cet engagement. La chaîne de l'espoir, avec sa direction, donc Éric Chesson, Alain Deloche, ils ont vraiment aimé notre pays. Donc, étant donné que les plus hautes autorités de notre pays nous soutiennent, on l'a senti, ils me l'ont dit. Donc, je pense qu'on va réussir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un début, c'est pas un aboutissement. Depuis des années et des années, on essaie de faire ça. Maintenant, je pense qu'on va bien prendre notre envol avec nos jeunes confrères qui vont rentrer bientôt. Je signale que depuis le lundi, toutes les interventions, c'est de succès en succès. C'est une réussite jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Oui, merci, monsieur. Donc, pour terminer, professeur Sano, est-ce que la chirurgie cardiaque au CHU de Tengandogo va contribuer à réduire les évacuations à l'extérieur? D'entrée de jeu, on a dit que les maladies, c'est vous-même qui l'avez dit, les maladies cardiovasculaires faisaient à peu près 30% des évacuations. Donc, si on met côte à côte la cardiologie interventionnelle et la chirurgie cardiaque, je crois qu'on aura atteint vraiment largement notre objectif qui sera de diminuer de façon drastique les évacuations. Nous sommes sûrs que pendant quelques années, il y a des malades qu'on ne pourra pas prendre en charge parce que nous allons certainement, quand on sera rodé, dans quelques années, nous allons faire de façon routinière la chirurgie cardiaque. Mais il y a encore certains patients que nous allons garder, des cas difficiles pour que nos collaborateurs viennent. Mais il y a encore des patients qui ne pourront pas être pris en charge ici pendant quelques temps. Mais je vous rassure que notre idée, ce qui nous anime, c'est d'arriver à 0 évacuation dans notre pays. Et nous savons que nous allons y arriver. Dans combien de temps, selon vous? On va essayer de ne pas donner de délai. Donc, c'est sur cette note d'espoir que s'achève Santé Mac. Donc, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous, de vos cœurs et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mac. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats,
ordre, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulée